elle me suit. À chaque voyage loin d'ici, elle est ma Lady Mélodie. Je m'appelle Tom Frager, je suis né au Sénégal. J'ai grandi entre le Sénégal et le Mali. Et voilà, j'étais surfeur en équipe de France. J'ai commencé le surf en arrivant en Guadeloupe. Donc quelques années, enfin un peu plus de 10 ans de compétition dans le surf, national, international. Et puis ensuite, je me suis lancé dans une seconde carrière qui est la musique. J'ai tourné avec mon groupe Goyave au début dans les cafés-concerts du Sud-Ouest, dans les Landes où je vis. Et on m'a découvert avec une chanson qui s'appelle Lady Melody en 2009, qui figurait sur mon deuxième album en réalité, même si c'est la chanson qui m'a fait connaître. Et puis voilà, j'ai continué ma carrière dans la musique. J'en suis à mon 5e album, je fais des concerts. Et... La musique, elle a toujours été présente. Et donc on a toujours joué de la musique dans la famille. Le dimanche, on s'amusait à faire des petits bœufs comme ça. Et puis voilà, j'ai jamais imaginé que j'en ferais un métier un jour. J'étais trop pudique pour ça, j'avais pas cette prétention. Et la vie a fait que j'ai commencé à écrire des chansons, je dirais à l'adolescence un petit peu, dans ma chambre, sans prétention. Et petit à petit, c'est devenu plus sérieux et c'est devenu mon métier. Non, je m'attendais pas au succès de Lady Melody, puisque c'est une chanson que j'ai écrite et composée dans ma chambre, enregistrée à la maison. La version que vous connaissez, elle a été enregistrée à la maison. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends. J'avais même hésité à mettre cette chanson sur mon album à l'époque, je me souviens, parce que pour moi c'était un peu une berceuse en mode reggae. Et je faisais des choses beaucoup plus alternatives, beaucoup plus rock à mes débuts. Encore maintenant, mais je veux dire, il y a eu cette parenthèse un peu avec Lady Melody et c'est la chanson qui a explosé auprès des médias, tout du moins, et donc du grand public et qui m'a fait connaître. Donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, Lady Melody, c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question de savoir de quoi ça parle, puisque c'est volontairement une petite métaphore entre la musique finalement et que je présente comme une histoire d'amour. Et donc je dis que j'ai toujours cette chanson qui m'accompagne. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Et je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae, la musique. Et je reçois encore là aujourd'hui, 15 ans plus tard, des messages qui me demandent qui est Lady Melody, savoir est-ce que c'est ma planche de surf, ma guitare, mais la réponse est dans la chanson. Je tournais depuis 7 ans avec mon groupe. Donc on faisait beaucoup de tremplins, on gagnait des tremplins, donc on commençait déjà à se faire connaître, en tout cas dans ma région, dans le Sud-Ouest. Et quand Lady Melody est arrivée, ça a été un chamboulement quand même, parce qu'une médiatisation énorme. Je me retrouve numéro 1 des radios, le clip est numéro 1 de l'année 2009 quand même, en diffusion, devant je crois Lady Gaga, Black Eyed Peas, enfin des trucs incroyables. Donc pour moi c'était vraiment la victoire du crayon à papier contre l'ordinateur. Et je m'y attendais pas, j'ai essayé de vivre tout ça le plus simplement possible, avec humilité, garder les pieds sur terre et proche de mes valeurs, de mes potes, de ma famille, de ce que j'aime faire. Pas changer quoi, pas changer, même si ma vie, elle a changé puisque ça m'a permis d'ouvrir des portes et de faire plus de concerts. Et voilà. Et le clip, il est fait, c'est pareil, il est fait sur la plage devant la maison. Avec une guitare que mon frère m'avait offerte, qui m'avait ramené de Londres, une petite guitare un peu rouge là. Et donc, ouais, on a fait les choses, je dirais, spontanément. Voilà, spontanément, sans se poser de questions. On n'était pas du tout dans des attentes commerciales de quoi que ce soit. J'avais même pas de maison de disques. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. J'en ai eu entre-temps, mais bon, ça c'est les chaises musicales, on va dire, ça change tout le temps. Mais à l'époque, en tout cas, quand je sors Lady Melody, j'ai pas de maison de disques et il y a quelqu'un sur une grosse antenne radio chez Énergie qui se dit tiens, on va essayer ça. Et puis ça a cartonné quoi, et voilà. C'est un petit peu une bénédiction parce que ça m'a fait connaître du grand public. Et en même temps, ça m'a enfermé aussi dans cette chanson-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les gens ne connaissent pour la plupart que cette chanson de moi, alors que j'en suis à mon 5e album et que je fais du reggae, du rock, de la folk, du dub. Des fois, il y a des consonances un peu jazzy. Il y a plein de choses autour. Mais bon, c'est le jeu d'un succès commercial d'une chanson. Maintenant, tout l'enjeu pour moi, donc c'est pour ça que je tourne beaucoup. Tout l'enjeu pour moi, c'est de faire découvrir le reste au public. Je dirais que de cette ascension assez fulgurante, parce que c'est allé très vite, hein, en quelques mois,
je suis passé d'un artiste qui joue dans des cafés-concerts à un artiste qui passe à la télé, à la radio, partout. J'en retiens que déjà la puissance des médias, c'est impressionnant de voir qu'en quelques semaines, il y avait des stades entiers qui chantaient les 10 mélodies sur des promos radio, je me souviendrai toujours. Je suis allé chanter à l'hippodrome de Istres, dans le sud-est, qui était rempli. Et c'était une de mes toutes premières promos. J'arrive sur scène, le micro dans la main, et là je vois 10 000 personnes qui chantent mot pour mot ma chanson. Et là je me suis dit waouh, c'est puissant la force de la télé, de la radio, ça peut aller très vite quoi. Et donc ça a été vraiment une période que j'ai vécue le plus simplement possible, mais toujours avec du recul quoi. J'étais conscient que tout ça c'est un peu un jeu. Et que voilà, aujourd'hui c'est moi, demain ça sera quelqu'un d'autre. Et donc juste essayer de rester proche des gens et encore une fois bien garder les pieds sur terre. Et voilà, j'étais juste un chanteur qui avait du succès à un moment donné et pas un chirurgien qui sauve des vies, quoi. Voilà. Je pense que c'est important de savoir rester humble, de se souvenir qu'il y a des gens qui travaillent dur et qui n'ont pas la chance d'être médiatisés ou sous le feu des projecteurs. Je le sais parce que aussi je suis passé par là avant que ça cartonne avec les 10 mélodies, mais aussi après, c'est-à-dire qu'après les maisons de disques elles peuvent vous tourner le dos, les radios nationales m'ont plus tellement joué ensuite. J'ai jamais trop compris pourquoi, puisque moi je proposais des chansons qui me semblaient toujours peut-être même encore plus intéressantes que les 10 mélodies. Et donc en fait tout ça fait que je pense qu'il faut rester humble et surtout savoir pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire moi, ce qui m'anime quand je me lève le matin, c'est pas de vouloir être connu, être célèbre, c'est d'avoir envie d'écrire des chansons. C'est vraiment ma passion, c'est cette création, cette envie d'écrire, de composer des nouvelles mélodies, c'est vraiment ça qui m'anime et donc ça, on peut pas vous l'enlever, quoi. Mon conseil, ce serait de faire vraiment ce que vous aimez. On est souvent tenté de faire ce qui marche, ou en tout cas d'essayer de reproduire ce qui marche. Moi je pense que la musique, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un moyen d'expression. Qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, de quelle manière vous avez envie de le dire. Or on est tous différents, donc si on se met tous à faire la même musique, eh on perd la richesse finalement de la démarche qui est fondamentale, qui est qu'on est chacun singulier. Et c'est cette singularité-là qu'il faut aller chercher en soi pour créer son univers et proposer une musique qui soit la sienne vraiment et pas une copie de ce que font les autres ou de ce qui marche à la radio. Voilà. Oui, c'est pas facile de se démarquer, mais justement, plus on va chercher cette originalité-là, je pense que c'est surtout une question d'alignement avec soi-même. Il faut être aligné et faire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand j'écoute la radio, souvent, je trouve que tout se ressemble un petit peu parce qu'il y a des formats. Et voilà, tout est, selon moi, un peu trop formaté, quoi. Alors, tous les artistes n'ont pas forcément envie d'utiliser la musique pour faire passer des messages, mais moi, je pense que malgré tout, il y a une forme de responsabilité quand on est derrière un micro ou que les gens vous écoutent, à pas dire n'importe quoi. Il y a des gamins qui vont s'identifier ensuite à vous. Moi, j'ai choisi, par exemple, de parler beaucoup de protection des océans parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une première vie de surfeur et l'océan m'a tellement apporté que j'ai envie de lui rendre. Voilà, un peu des beaux moments qu'il m'a apporté, qui continue de m'apporter en tant que surfeur. Et donc voilà, c'est le combat que j'ai choisi, c'est de parler beaucoup de protection de la nature, de l'environnement en général, mais des océans surtout. Et donc voilà, je pense que quand on est artiste, on peut choisir des combats. Les rappeurs sont légitimes pour parler des problèmes de la rue, par exemple. Moi, j'ai choisi de parler des océans, mais vous qui allez écrire des chansons, de quoi vous allez parler, c'est important. Voilà. Il y a des artistes qui décident de parler de grosses voitures très chères, de bling bling. Je me reconnais pas trop dans ça. Voilà, je pense qu'il y a des messages plus sympas à faire passer aux enfants, aux jeunes. Il y a des gens, j'aime pas trop le mot fan parce que, mais en tout cas des gens qui me soutiennent depuis très très longtemps, qui sont là à tous les concerts. Et donc, au début c'est des visages.
Et puis avec le temps, on apprend à se connaître à la fin des concerts, on discute. Puis après, ça devient des prénoms que j'ai retenus et des visages qui m'accompagnent depuis parfois 15 ans, 20 ans, qui viennent à tous les concerts. Et je leur dois beaucoup à ces gens-là parce que quand on est un artiste, on existe grâce au public. Sinon, on est tout seul dans sa chambre à écrire des chansons, c'est quand même moins drôle. En dehors de la musique et du surf, le sport en règle générale, j'avoue que j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup aller nager. J'ai joué au tennis, j'ai joué au foot, pas mal de choses. J'aime bien voyager, même si je voyage moins maintenant parce qu'il y a une conscience écolo qui fait que je prends beaucoup moins l'avion qu'avant. Mais c'est sûr que voyager, c'est hyper enrichissant, quoi. Entre le surf et la musique, alors je pense qu'il y a un lien déjà du fait que dans les vidéos de surf, elles étaient toujours accompagnées de musique. Et donc j'ai cette culture musicale des vidéos de surf des années 90. Donc à l'époque, c'était beaucoup du punk, punk rock, NoFX, Pennywise, Sublime, plein de groupes californiens comme ça que j'ai beaucoup. C'est éloigné de la musique que je fais, mais ça m'a vraiment bercé. Et surtout, je pense qu'il y a un lien entre le surf et la musique, parce que l'un et l'autre font appel à une forme de fluidité pour moi. Le surf, pour bien surfer, il faut être à l'écoute de ce que l'océan propose. Une vague, c'est jamais la même. Donc tu es tout le temps en train de t'adapter, en train d'improviser quelque part, comme dans la musique. Et je pense qu'un bon musicien, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter ce que proposent les autres musiciens autour. Sinon, si on joue tout seul, ça le fait pas. Il faut jouer avec les autres et être dans la fluidité pour que ça sonne, quoi. Donc le surf et la musique sont liés avec ça, je pense. Enfin, déjà, ça m'a toujours paru normal de faire attention à, par exemple, pas laisser traîner des emballages plastiques, des choses comme ça. Quand j'étais tout gamin, ça me paraissait normal. Après, j'ai été éduqué comme ça aussi, puisque j'ai des parents qui ont ces valeurs-là, et j'ai un papa qui a été ingénieur dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'environnement. Donc, depuis tout gamin, on a quand même cette conscience avec mes frères et sœurs de comment faire pour préserver la planète. Voilà. Donc, et puis après, c'est sûr que en tant que surfeur, j'ai vu les océans aussi dépérir. La présence de plastique qui progresse dans les océans. Et jusqu'à justement le premier album que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire en 2003-2004 pour un album qui est sorti en 2005 et ça tombait avec une marée noire très importante d'un bateau qui s'appelait le Prestige qui a envoyé du mazout de la Bretagne jusqu'à la Galice en Espagne. Et donc nous, sur la côte atlantique, dans les Landes, on voyait arriver des plaques de mazout comme ça. C'était horrible à voir, vraiment les oiseaux englués et tout. Et là, je me suis dit, il faut que je parle de ça dans mes chansons. Et donc dès le premier album, j'ai commencé à parler de ce sujet-là et je me suis dit il faut que ça devienne un combat pour moi, quoi. J'ai toujours parlé de ce sujet dans mes albums. Je parle de plein d'autres choses aussi parce que sinon ça serait embêtant pour les gens de m'écouter, mais j'ai toujours parlé donc de protection des océans, tout du moins de faire attention. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai envie de m'investir. Je m'investissais dans des associations en tant qu'ambassadeur, Surfrider Foundation, Cétacie, Cœur de Forêt, je fais pas mal de choses. Et là, j'ai eu envie de créer mon propre mouvement associatif qui s'appelle le Mouvement Bleu pour aller plus loin et surtout pour rallier en fait mon travail artistique à mes convictions écolo et du coup à mon engagement, quoi. Et du coup, en fait, avec cette association, ce que j'ai voulu faire, c'est donc j'ai créé un festival de musique dans le sud-ouest qui s'appelle Music for Oceans. Ça sera la 4e édition l'année prochaine à Cabreton, où je fais venir plein d'artistes connus et un peu moins connus qui viennent jouer pour le public de Cabreton et les touristes de passage et faire de la sensibilisation à la protection des océans. Et donc le dernier album, le 5e album, est relié également avec le Mouvement Bleu, puisqu'on va reverser à cette association une partie des bénéfices de l'album pour mettre en place des actions de sensibilisation à la protection des océans auprès des écoles, faire des ramassages de déchets sur les plages, lancer la construction d'un petit bateau nettoyeur, plein de projets avec cet asso. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment je voulais aller plus loin et on y est, quoi. Voilà. Moi, je suis sur la plage avec tout le monde, j'emmène mon fils
Le deuxième, il est trop petit encore, mais le premier, en tout cas, il participe avec moi. On est sur la plage avec les gens. En fait, je lance un appel sur les réseaux sociaux. Je dis, on se retrouve tel jour, quand il y a eu, c'est souvent l'hiver, quand il y a eu un peu des marées de plastique. Et on se retrouve avec les gens du coin. Et on s'est déjà retrouvé à 1000 sur la plage à ramasser des déchets. Et on a récupéré des centaines de kilos de déchets plastiques, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr que j'ai toujours eu un rapport très fort à l'océan. J'ai toujours vécu déjà près de l'océan, sauf quand je suis parti vivre à Bamako, un peu plus dans les terres en Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je suis né à Dakar, au Sénégal. Donc là, il y avait la mer. Donc tout petit déjà, je me souviens de barboter quand j'avais 4 ans. J'ai quelques bribes de souvenirs. Ensuite, on est parti à Bamako, et là, mon père faisait de la planche à voile sur le fleuve, le Niger, où c'est compliqué d'aller aujourd'hui parce qu'il y a des groupes armés et tout, mais nous on faisait de la planche à voile, et je me tenais au wishbone. J'étais entre mon père qui lui tenait le wishbone, et j'étais en dessous comme ça avec la voile devant. Il y avait des hippopotames sur les berges, c'était complètement, c'est irréel quand j'y repense. On a des photos de tout ça, et donc ce rapport à l'eau, il a toujours été très présent, mais je dirais que c'est presque une présence quasi maternelle pour moi, l'océan. Quand je m'éloigne et que je pars même 15 jours en tournée dans l'Est, ou voilà, il me manque l'horizon, quoi. C'est une question difficile parce qu'il y a tellement de choses qui font de la peine. Si c'était lié à l'océan, je ferai en sorte de nettoyer les océans d'un coup de baguette magique pour que la biodiversité se régénère et que les espèces qui ont disparu réapparaissent comme par enchantement. S'il fallait choisir, sinon ça serait que les guerres se calment dans le monde, parce qu'on est quand même dans une période où c'est compliqué au quotidien. Je ne sais pas vous, mais moi je me lève le matin et souvent je pense à ce qui se passe en Palestine et ailleurs, d'ailleurs au Soudan, en Ukraine. Et voilà, on se demande comment c'est possible, après autant de guerres, que les guerres, que l'être humain n'ait pas compris que ça ne sert à rien tout ça, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important d'insuffler du positif aux jeunes générations, de leur faire passer les bons messages, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, ce sont eux qui feront le monde de demain, et pour qu'il soit meilleur que le nôtre aujourd'hui, c'est hyper important. L'éducation a un rôle majeur à jouer pour que l'avenir soit meilleur. Donc, plus les jeunes seront conscients et éduqués, imprégnés des bonnes valeurs, de respect de la nature, de respect des êtres humains en général, et de respect tout court, quoi. Moi, je suis révolté quand je vois quelqu'un jeter sa clope par la fenêtre, par exemple. Je trouve que c'est une insulte faite aux autres, à la planète. Alors pourquoi un album de duo? Parce que l'album s'appelle 7e continent, il est sorti le 24 octobre. Et donc c'est 14 duos, introduction de Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, qui pour moi est le plus grand combattant de tous les temps pour la protection des océans. 14 duos. Pourquoi des duos? Oui, parce que je me suis dit qu'on serait plus fort à plusieurs que moi tout seul pour faire passer ce message. C'était à la fois une envie, moi artistiquement, c'était super fun parce que il y a donc Ben Mazué, Guillaume Grand, Dana Kiel, Tiken Jah Fakoly, je vais en oublier, mais Zao, Peps, Hugo Frey. Ces artistes ont des univers tellement différents que pour moi il a fallu vraiment plonger dans l'univers de chaque artiste pour faire une chanson à la Bob Dylan avec Hugo Frey, un reggae à l'africaine avec Dana Kiel, de la chanson française avec Ben Mazué. Et donc, moi, comme j'aime plein de choses, musicalement, je me suis éclaté à faire cet album. Et ensuite, le message me semblait plus fort, effectivement, à plusieurs. Et je voulais surtout pas faire un album de surfeurs pour les surfeurs qui sont déjà sensibles aux problèmes de l'océan. Je voulais que ça soit plus large. Et donc, par exemple, la présence de Zao, elle est hyper importante pour moi parce que Zao, elle a une connotation plus urbaine que moi. Et quand Zao chante à mes côtés sur un projet pour la protection des océans, ça montre que c'est une problématique qui touche tout le monde, et pas que les surfeurs ou les gens qui vivent sur la côte. C'était émouvant pour moi de rencontrer Paul Watson. C'est un grand monsieur qui s'est battu toute sa vie, qui a été emprisonné, qui n'a pas hésité à
à se mettre en danger lui-même en mer pour aller s'interposer entre les baleines préservées et les baleiniers japonais qui venaient pour harponner les baleines. C'est un personnage très controversé, Paul Watson. Je suis conscient que tout le monde, il fait pas l'unanimité, ce monsieur. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui a du cœur, qui a des convictions incroyables. Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est respectable de par son engagement. C'est pas facile parce que j'ai pas voulu faire un album qui ne parle que de protection des océans. Par contre, toutes les chansons de cet album, 7e continent, elles ont tout un lien à l'océan. Avec Zao, c'est une rupture amoureuse sous forme de bataille navale, c'est pour ça qu'elle s'appelle Toucher-couler. Avec Ben Mazué, ça raconte qu'on vit parfois un peu comme une traversée en solitaire. On traverse la vie et on oublie finalement qu'il y a des gens autour. Et donc on est un peu chacun seul sur son bateau, et donc c'est important on peut faire mieux que ça, en gros. Donc le message il est beau aussi, et c'est de la jolie chanson. Donc voilà, c'est tellement différent, chaque chanson est un peu mon bébé, donc j'ai du mal à dire laquelle je préfère. Mais il y en a une qui m'a quand même bien marqué, c'est le duo avec Dan Akil, qui est un reggae comme je les aime, c'est-à-dire assez engagé, avec des accords un peu mineurs, donc on sent qu'il y a une lourdeur un petit peu, il y a une pression qu'on peut palper dès les premières notes de la chanson. Et elle s'appelle Marche arrière, et elle dit que la meilleure façon d'avancer, c'est sûrement de faire marche arrière, étant donné que c'est la course au profit, à la consommation, et que du coup, tout ce qu'on consomme finit la plupart du temps sa course dans les océans. Voilà. Non, c'est vraiment moi qui ai proposé les chansons à chaque artiste. J'ai composé la musique, écrit ma partie, donc j'ai choisi chaque sujet. Et après, je les ai proposés aux artistes. Il y a certaines chansons où j'ai tout écrit, y compris pour l'artiste qui intervenait. Et il y a des chansons où l'autre artiste a souhaité écrire sa partie, et c'était complètement open, comme Dan Akil par exemple, qui a écrit très vite et très bien son couplet. Donc selon les artistes, Zao, elle a écrit son couplet aussi. Puis il y en a d'autres que ça a arrangé d'avoir la chanson déjà toute prête parce que ils étaient dans l'enregistrement de leur propre album par exemple, et pour qu'ils puissent participer, j'ai tout écrit. J'ai écrit en pensant à l'artiste qui allait chanter sur la chanson. L'exemple le plus parlant, c'est avec Hugues Aufray. On se connaît depuis une dizaine d'années avec Hugues. J'ai eu la chance d'être invité à partager un morceau de Bob Dylan avec lui sur France 3 il y a une petite dizaine d'années. On est devenus amis, on s'appelle de temps en temps, et là je lui ai demandé s'il serait OK pour chanter sur mon album. Il m'a dit OK, écris-nous une chanson. Je lui ai dit que c'était un album pour les océans, et du coup je lui ai dit, toi tu adores les océans, tu chantes Santiano, ICO, tiens bon la vague, tiens bon le vent. Donc je me suis dit, c'est parfait pour toi. Il m'a dit, il m'a confié qu'en fait il avait une peur bleue de l'eau. Et donc je me suis dit que c'était intéressant et que j'allais écrire sur ça. Et comme il fait de la chanson folk, un peu Bob Dylan, il a toujours un peu des bottes avec un blouson, je me suis dit on va écrire une chanson un peu comme si on était des cow-boys. Et moi, le surfeur, me mettre dans la peau de quelqu'un qui déteste l'eau, c'est ce que raconte cette chanson en fait. Elle dit « Moi vivant, jamais je ne mettrai un pied sur ce bateau ». Donc voilà, je me suis marré à écrire cette chanson. Et quand il l'a reçue, il l'a trouvé super, et du coup il a accepté de la chanter. C'est un album avec des choses très très variées. Voilà, il y a du reggae. Pour moi, c'est un album de chansons, vraiment. C'est de la chanson française, avec des connotations propres à chaque artiste avec qui j'ai collaboré. Du coup, avec Zao, c'est un petit peu plus moderne, un peu plus urbain. Avec Dan Akil, c'est très roots, très reggae. Il y a Tiken Jah Fakoly, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est quand même pour moi un des plus grands chanteur de reggae francophone, il est de la Côte d'Ivoire. Et donc là, il y a une vibe qui est très roots, très poussiéreuse. Et puis, il y a de la jolie chanson française avec Ben Mazué, Guillaume Grand. La chanson avec Peps est très belle aussi. C'est une chanson qui parle des migrants, des jeunes Africains qui quittent les côtes africaines parfois pour un dernier voyage en espérant une vie meilleure de l'autre côté. Et ils n'arrivent jamais vraiment de l'autre côté. Et donc ça me paraissait être un sujet super important à aborder dans cet album en lien avec les océans. Je pars pour une grosse tournée en 2026 puisque j'ai un nouveau producteur de concerts, donc ça j'en suis vraiment très heureux. Je vais commencer à la Boule Noire le 28 mars
Et puis après, je vais tourner tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, un peu partout en France. Et je pense que ponctuellement, selon les dates, j'inviterai sur scène certains des artistes qui ont chanté sur cet album. C'est un album du cœur, parce que c'est vraiment un projet pour faire du bien à la planète et pour sensibiliser un maximum de gens. Donc je dirais peut-être généreux, parce que les artistes qui ont participé ont été généreux de venir me rejoindre sur ce projet pour défendre les océans. Comment dire, éclectique parce qu'il y a des chansons qui sont très différentes les unes des autres. Et puis ensemble. Vive les gens qui s'aiment. Et que les gens s'intéressent à ma musique de façon plus large, au-delà de Lady Melody, qu'on ait aimé ou pas aimé cette chanson à l'époque. Parce que du coup, moi j'ai plein de choses à proposer musicalement qui sont très différentes de Lady Melody. Et comme j'ai été enfermé un petit peu là-dedans et que les radios aujourd'hui me diffusent pas forcément, j'espère que les gens vont se dire tiens, il est cool lui, on va aller voir ce qu'il fait, vu que tout est sur les plateformes aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cet album, surtout parce que ce que j'ai pas dit ou je l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, c'est que pour chaque écoute des chansons de cet album, on reverse à l'association pour faire des actions pour les océans. Ça veut dire que en fait, c'est aussi une manière de responsabiliser les gens qui vont nous écouter. En écoutant ce qu'on a fait nous, vous contribuez directement finalement à nous apporter du crédit pour qu'on fasse des actions ensuite pour la protection des océans. Donc venez sur les plateformes, mettez 7e continent dans vos bibliothèques sur Spotify. Merci. Est-ce que tu es heureux de là où tu en es aujourd'hui ? Oui, je suis fier d'avoir fait tout ce chemin. Et la musique, c'est pas un milieu très facile parce qu'on vous prend, on vous jette. Un jour, vous êtes numéro 1 à la télé, le lendemain, il n'y a plus aucune maison de disques qui veut vous suivre. Et vous ne savez pas pourquoi. Et donc ouais, je suis fier d'avoir tenu bon le cap et d'être là aujourd'hui et de repartir en tournée. Voilà. L'aboutissement de ce projet, parce que ça a été énormément de travail de réunir tous ces artistes, d'écrire pour tous ces artistes, d'aller chercher Paul Watson, voilà. Et du coup, je suis hyper heureux parce que je termine l'année en ayant mené à bien ce gros projet. Et donc 2026, une nouvelle page. Et des salles de concert pleines, des gens qui viennent dans la bonne humeur pour partager des belles choses, et puis un maximum de gens qui nous rejoignent sur le Mouvement Bleu, l'association, 7e continent, l'album sur les plateformes, et puis voilà. Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup.